Bien, ravi de vous voir aussi nombreux pour ce qui nous attend, puisque je m'en réjouis autant que vous. Voilà, l'homme est au moins en grande partie à l'origine et en tout cas contributeur du changement où il a tout à perdre, n'est-ce pas, qui est ce changement climatique dont on parle tant. Et pour en parler, un homme que j'ai plaisir de vous présenter, il est écologue. Il est professeur à l'université de Pierre-Marie Curie et à la Sorbonne. Il a été président du Muséum national d'histoire naturelle. Il a été un professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et énergie et société. Il a été conseiller scientifique du gouvernement. Il intervient dans 2 films documentaires et participe, peut-être certains le voient régulièrement à la télévision. Il participe à l'émission Aux arbres citoyens sur France 2. Voilà. Mais surtout, ce que j'aime chez Gilles Boeuf, c'est que c'est un homme qui aurait toutes les raisons de pleurer sur les constats du monde du vivant en ce moment et qui continue pourtant de se réjouir. Tant le vivant est source d'émerveillement. Donc merci à Gilles Boeuf de nous rejoindre. Regarde. Voilà, et Gilles, vous nous disiez juste avant là, combien vous vous réjouissiez. Vous revenez d'une intervention auprès de 500 étudiants en agro. Donc les lignes bougent vraiment sur ce sujet. Et puis ensuite, ce week-end, vous rejoignez le sommet l'Université de la Terre organisé par l'UNESCO. Donc je vais rester avec vous pour conduire cet échange. Mais carte blanche à Gilles Boeuf autour de cette question: l'homme, l'être humain, est-il un être à part sur la Terre ? Merci, bonjour à tous. C'est vrai que j'ai fait plusieurs fois des shows ici, aux tribunes, dans ce lieu particulier. Cette année, on va le faire un petit peu à 2. Alors, il faut que tu parles bien dans le micro. Avec Camille. Voilà. Alors, en fait, n'oubliez pas vos questions, j'ai oublié de dire. La question, elle n'est pas banale, on me demande souvent, c'est vrai. Alors d'abord, mon métier de base, je suis endocrinologue. Est-ce que l'homme est un animal? Vous avez exactement la même hormone thyroïdienne que la truite. Voilà. Donc ça va placer le débat. Et bien sûr que l'humain est profondément animal dans sa physiologie. Il doit y avoir des médecins dans la salle ici. Pourquoi est-ce qu'on a tous, où qu'on soit sur la Terre, garçons, filles, beaux, pas beaux, grands, petits, jaunes, bleus à points jaunes, on a 142 millimoles de sodium dans notre sang. Tiens, c'est intéressant. 105 millimoles de chlorure, 3 millimoles de potassium. Et vous verrez, moi, je ramène souvent ça à l'océan. L'océan, c'est le lieu où la vie s'est développée. Alors, je parlais avec Académie tout à l'heure, astrophysicien, il me disait la vie, justement, c'est intéressant. Comment apparaît-elle? C'est quoi ce qu'on appelle la chimie prébiotique, la chimie avant la vie? Alors, il me disait, en fait, finalement, c'est constitutif du système. Alors, il y avait un prix Nobel, un médecin, Deduve, prix Nobel de médecine, qui disait « La Terre était si idéalement placée par rapport au Soleil que la vie ne pouvait pas ne pas y apparaître. » C'est un point de vue. Et François Jacob disait « L'événement improbable. » Vous voyez, donc on va naviguer entre les deux, puis voir un petit peu la place de l'humain là-dedans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cet être vivant qu'est l'humain, et ça on fait beaucoup de progrès depuis quelque temps, sur sa constitution. De quoi est-il formé? Et je vais revenir à des choses très simples. Vous avez un bébé humain qui naît. Alors, il y a des mamans ou des papas qui ont assisté à un accouchement, vous preniez ce petit être dans vos bras, vous l'adorez tout de suite. C'est 3/4 de flotte, 3/4 d'eau. Je regardais récemment un travail sur, vous savez, lorsque la fécondation se fait chez une femme, en fait, il y a la nidification, donc le ridicule petit spermatozoïde du papa va féconder l'énorme ovocyte de la maman, et puis cet ensemble, le zygote, l'œuf, fécondé, va donc migrer vers la paroi utérine et s'implanter. Et puis durant 9 mois, effectivement, c'est toute l'embryogenèse du bébé humain. À J3, après cet événement, l'embryon, c'est 97% d'eau liquide. Donc l'eau, elle est partout. Donc vous comprenez pourquoi souvent je hurle, l'eau, elle n'a pas été faite pour laver sa bagnole. Et quand on voit les événements qu'on a vécus l'été dernier ici, donc l'été 2022, je me suis vraiment fâché quelquefois devant l'inconscience de ces humains qui étaient encore capables de laver leur voiture à la fin du mois d'août alors qu'on était en récession partout. En ce moment, le débit de la Garonne, c'est 1/3 de son débit normal, la moitié du débit du Rhône. La Garonne, début septembre, 29 degrés. Comment voulez-vous, avec si peu d'eau et aussi chaude, refroidir par exemple des centrales nucléaires? Donc, vous allez voir que tout ça est lié, et l'humain est profondément lié à ça. Et un petit peu mon message philosophique, mon message à passer ce soir, c'est de vous dire qu'on est totalement dedans jusqu'au cou.
je ne l'ai pas ramené ce soir, mais vous vous rappelez, dans cette vie, hein, je vous ai montré plusieurs fois ici l'image d'un lit humain chaque matin, entre 1 et 2 millions d'acariens. Alors quand je montre, là je ne l'ai pas ramené parce que j'ai déjà montré souvent ici, alors ça c'est horrible vos trucs, là ils ont plein d'épines, plein de poils, c'est génial en fait. Hein. Alors à part des cas extrêmes d'allergie à ces fameux petits arthropodes, bah, les acariens ils font quoi? Ils vous mangent vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui s'en vont durant la nuit, toutes les humeurs dans un lit humain après les ébats nocturnes, ils bouffent ça. Hein. Et puis c'est très très bien. Donc il faut l'admettre hein, quand on me dit mais la biodiversité, professeur, c'est une histoire d'écolo farfelu. Non, on est dedans jusqu'au cou. Nous ne mangeons que cela, on va y revenir. Et surtout, nous ne coopérons qu'avec cela. Donc on va revenir à cette construction du système vivant sur la Terre qui bien sûr, il ne s'est pas né comme ça part sur un système, je dirais, de géodiversité antérieure. Hein. Et c'est ça un écosystème. On va commencer par la première image en montrant ce qu'est un écosystème. C'est moi qui vais passer les images? Oui, c'est toi. Alors on y va. Si tu veux, je m'en charge. Hein, mais voilà, et tu voulais insister d'ailleurs sur il faut que je dirige par là. Que partout, ça y est, c'est bon. fait. Ouais. Donc je vous ai mis ici, en bas, une forêt tropicale humide. Alors vous savez que nous, au muséum, on aime beaucoup ces forêts tropicales humides pour une raison très simple, c'est que s'y trouve dans nos connaissances actuelles plus de la moitié du vivant connu aujourd'hui, en nombre d'espèces. Hein. 3 grands gisements de forêts tropicales humides. Hein. L'Amazonie, ici, c'est la Guyane française. En Amérique du Sud, en Afrique, le bassin du Congo. Et puis en Asie, les 2 grandes îles avec leurs forêts que sont Bornéo d'un côté et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'autre. Dans ces endroits-là, au muséum, dans nos collections, on a plus de la moitié des espèces vivantes décrites. On va revenir après à ce qu'est une espèce tout à l'heure pour que l'humain comprenne comment il s'inclut là-dedans, en fait. Alors l'Amazonie, je vous dis, c'est très riche, c'est magnifique. Peut-être 30 000 espèces sur un carré de 1 km. Il y a combien d'espèces en France vivantes connues? Allez, je regardais, il y a quelque temps, on en est rendu à 102 323. Je dis, hein, et peut-être qu'il y en aura demain 324. Donc on décrit tous les jours des espèces nouvelles. Et là, 30 000 sur un carré de 1 km. On connaît à peu près, justement, aux arbres citoyens, on le disait la semaine dernière, à peu près 180 espèces d'arbres en Europe. Et bien sur un carré de 1 km d'Amazonie en Colombie, peut-être 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. C'est ça le vivant dans lequel l'homme s'inscrit. Donc il faut y revenir en permanence. Hein. On n'est pas tout seul. Et c'est vrai que moi, au départ, dans mes travaux d'endocrinologie, je faisais mes travaux, ça marchait bien. J'avais une bonne mémoire, des neurones qui ne marchaient pas si mal que ça. On publiait des papiers. Et je suis bouleversé par le travail de Paul Crutzen, notre prix Nobel de chimie, qui en 2001 sort ce terme. Hein. Tout à l'heure, j'étais interrogé par de jeunes journalistes de l'IJBA. Ils me disaient, qu'est-ce que vous pensez du terme anthropocène? Il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, il a un intérêt. Alors les géologues n'y croient pas du tout. Hein. J'ai vu Evelyne qui était là tout à l'heure, Patrick Devaver, notre géologue qui s'occupe justement des états géologiques. Pour lui, ça ne vaut rien du tout, c'est trop récent. Mais sur le principe, pour un écologue, ce n'est pas inintéressant. Une époque qui serait particulièrement marquée par l'activité d'une espèce parmi les 2,4 millions connus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors pour un géologue, ça serait effectivement du verre, ça serait de la brique, ça serait du béton, ça serait de la matière plastique, de la radioactivité. Mais on n'est pas encore en train d'en faire un étage, hein, et je ne pense pas que nos amis géologues, je les comprends, hein, aillent vers ça. On a fait des colloques au muséum sur l'intérêt du terme en lui-même et comment on peut communiquer là-dessus. Tout à l'heure aussi, mes jeunes étudiants me disaient « Ouais, mais c'est embêtant votre anthropocène parce que ça ne montre pas l'action de chaque type d'humain. » C'est sûr qu'il y a des humains beaucoup plus impactants par leurs activités économiques ou diverses et variées que quelqu'un qui vit dans un bout de forêt tropicale oublié ou dans le désert du Kalahari. Donc c'est un peu trop global, mais ça a le mérite d'exister dans le principe. Après la question qu'on posera tout à l'heure, quand commence l'anthropocène? Ça c'est la vraie question. Pour Crutzen, c'est le moment de l'invention de la machine à vapeur. On passe du cheval animal au cheval vapeur. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Et c'est intéressant de regarder la relation avec l'humain aujourd'hui parce que le premier qui va en parler comme scientifique, c'est Arrhenius, qui aura un prix Nobel. Mais on est plus de 100 ans après. Hein. Et Arrhenius dira le premier, je ne sais pas si c'est si bien ce qu'on fait en ce moment, de faire la combustion de ces éléments que sont le charbon, c'est quoi? Les grandes forêts du Carbonifère, 345 millions d'années. C'est millions de tonnes d'arbres transformés qui embête personne. Hein. Ce charbon, il était là pour des milliards d'années, aucun problème. Le pétrole, c'est du plancton marin, donc des microcellules tombées au fond de l'océan, et puis entre 250 et 25 millions d'années, c'est ça le pétrole.
Et puis c'est vrai que c'était là tranquille pour tout le temps. Le système Terre les avait stockés, et puis l'humain est allé les chercher et a fait cette combustion qui a entraîné justement ces dommages dans l'environnement, avec en particulier, vous le savez très bien, ces émissions parmi d'autres de CO2. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, dans la salle, on respire tous ici, dans la salle du TNBA à Bordeaux, la moitié du CO2 qui est là dans notre air qu'on respire en ce moment, à plus de 100 ans. Alors on va dire, bah oui, vous comprenez, alors c'est la faute, qu'est-ce que vous avez foutu, vous, il y a un siècle, alors que nous, on n'en a jamais émis autant qu'en ce moment. Donc vous voyez, ces questions d'inertie, là, sont très, très importantes à prendre en considération. Et effectivement, les grands problèmes que nous avons, je vous ai mis un deuxième écosystème au-dessus, ici, là, je ne sais pas si ça marche, ma flèche, non, ça ne marche pas. Le petit bout d'eau de mer qui est là, c'est le corail. On est en France. Ils ont voté français il y a très peu de temps, hein, c'était en décembre dernier, la Nouvelle-Calédonie reste française. Là, vous avez ce récif corallien. On a parmi les plus beaux récifs coralliens au monde, la Grande Barrière d'Australie et le lagon de Nouvelle-Calédonie. Là, vous avez 5 à 6 000 espèces répertoriées, connues au kilomètre carré. Il y a plus de poissons sur 1 kilomètre carré de récif à Nouméa que dans toute l'Europe. Donc vous voyez que ces sites, on les appelle des megadivers, des hotspots, hein, des endroits en fait excessivement riches en diversité biologique. On verra ce que ça représente pour l'humanité. Sur le corail, par exemple, il est clair que ce corail non seulement est très riche en diversité, mais en plus il joue un rôle physique fantastique. Rappelez-vous le tsunami géant à Sumatra, en 2003, où vous avez là ces vagues géantes qui vont se briser sur le récif corallien. Et éviter, on a eu à l'époque, pour 30 000 morts, on a eu 300 000 morts s'il n'y avait pas eu effectivement ce récif qui a joué un rôle physique. Et ça, on l'oublie un petit peu aussi. On nous dit aussi que la seule construction vivante qu'on voit de la Lune, c'est la Grande Barrière de corail, c'est le récif corallien. Donc tout ça, c'est pas sans intérêt et c'est pas uniquement des choses qui sont secondaires. Et vous connaissez mon combat depuis pas mal de temps maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est de dire aux humains aujourd'hui, à Homo sapiens, comme il s'est appelé, on reverra tout à l'heure comment ça s'est produit, qu'il n'est pas tout seul. Qu'on arrête de considérer tout ce qui n'est pas humain comme stupide. Hein. Un arbre, c'est tout sauf con, je peux vous assurer, c'est génial. Et tout le vivant est comme ça. Tu voulais intervenir sur le fait que de tout temps, les humains ont quand même détruit les écosystèmes dans lesquels ils sont passés. Une espèce de soif de domination. Oui, l'autre jour, vous avez vu le prix Nobel de médecine cette année à ce Finlandais qui a séquencé le premier génome de Néandertalien. Alors la performance technique, c'est d'amplifier un bout d'ADN qui a plus de 100 000 ans. Et Jean-Jacques Hublin, donc, qui est dans son laboratoire à Leipzig, il était à Bordeaux il y a 15 jours, il faisait une conférence, il disait effectivement que la caractéristique de l'humain, c'est d'asseoir toujours son installation sur la destruction de son environnement. Et ça, c'est quand même assez particulier dans cette espèce. Alors on me dit, oui, mais c'est différent. Même nous, par exemple, en 2019, on fait le colloque de l'IPBES. Hein. J'ai fait 5 ans partie du bureau. C'est l'équivalent du GIEC Climat pour le vivant. Donc on est à l'UNESCO à Paris, fin avril, début mai 2019, et on sort un travail où on montre, non pas l'extinction, mais on montre l'effondrement du nombre, c'est ça la définition actuelle de ce vivant qui s'en va, hein, c'est l'effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages. On parlera d'extinction si on laisse faire le système. Et nous, au Muséum à Paris, on connaît bien les crises d'extinction. En fait, en 800 millions d'années, on en connaît au moins 60. La définition de la crise, c'est la disparition en un temps court d'au moins les 3/4 des espèces vivantes dans l'océan et sur Terre. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Et le problème du temps court est compliqué. Et c'est là qu'on va rejoindre l'aspect politique. Un temps court, pour un géologue, c'est le demi-million d'années, 500 000 ans. Alors ça veut dire que quand je parle avec un homme politique élu, bon, je lui parle de ça, évidemment, ça lui passe au-dessus. On est élu sur quelques kilomètres carrés, voire un pays ou une surface petite, et sur des mandats qui sont courts. Comment on va travailler justement dans la discussion et dans la philosophie d'intervention entre ce monde politique et puis ce monde scientifique. Et c'est là qu'on a beaucoup de mal, nous, à communiquer, avec en plus un fait que vous devez reconnaître au niveau politique, c'est que, c'est ce qui me gêne souvent en discussion avec eux, c'est que si on est obsédé par sa réélection, le problème, effectivement, c'est que les mesures difficiles, courageuses et impopulaires à prendre, on va voir le versus Gilets jaunes tout à l'heure, c'est difficile à faire.
Ils ne sont pas formatés pour ça non plus. Donc comment aujourd'hui, sans nous désespérer, je ne suis pas non plus d'un optimisme béat. Tout à l'heure, tu as dit que je n'étais pas catastrophé. Non, émerveillé. J'ai dit voilà. Capacité d'émerveillement. Je veux donner de l'émerveillement. Je vous en montrer plein aujourd'hui, tellement ce vivant est absolument incroyable. Et ça marche chez les enfants de 2-4 ans et ça marche sur les scientifiques aussi. Parce que plus on avance dans nos connaissances et plus on est émerveillé. C'est émerveillant. Et on oublie de le dire à nos enfants aujourd'hui. Moi, j'enseigne comme toujours en faculté des sciences, en médecine depuis longtemps, dans les écoles vétérinaires. Et puis depuis une dizaine d'années, maintenant, je vais dans les écoles d'ingénieurs. J'étais à Centrale Supélec il y a quelques jours, à l'école des mines, à l'école des ponts. Et puis maintenant, alors encore plus incroyable, cette année, j'ai fait la rentrée à HEC. Alors ça me donne du courage et l'envie de continuer parce qu'une école de commerce de ce niveau-là, inviter à l'entrée devant 500 étudiants un biologiste, c'était impensable il y a 10 ans, bien sûr. Et les jeunes ont envie, ils ont soif d'entendre quelque chose là-dessus. Ce qui veut dire qu'au niveau géopolitique, il faut faire comprendre que c'est question d'un côté du climat qui change trop vite, de l'autre ce vivant qui s'effondre, c'est finalement la plus grande importance. Et nos jeunes le savent bien. Et là, il y a beaucoup de jeunes tout à l'heure, j'ai discuté avec eux. Est venue à Bordeaux la semaine dernière une de mes ouailles qui s'appelle Paloma Moritz. C'est une influenceuse, elle a fait Sciences Po à Paris comme Camille Etienne. C'est un peu la Greta Thunberg française. Et à Sciences Po, elles ont réfléchi à ces questions-là aussi. Et aujourd'hui, effectivement, elles trouvent que ça ne va pas assez vite. Bien sûr qu'elles ont raison. Que fait-on face à cette urgence? Et c'est un peu ce qu'on va débattre cet après-midi. Pourquoi on met tant de temps à réagir alors que maintenant on sait? Parce qu'on a les outils, bien sûr, scientifiques. Et je vais hurler une chose, je ne la redirai plus, mais je l'hurle tout le temps. La science n'est pas une opinion. Donc aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui a été dit pendant la crise du Covid comme bêtise. Et les hommes politiques, ils n'ont à la bouche que des opinions. Je pense que, je crois que, je suis persuadé que, je suis désolé. Et Étienne Klein, qui était hier soir, je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui, avait dit avec justesse, en mars 2020, quand on prépare le confinement, ne confondons pas la science en marche avec la science établie. Que quelqu'un utilise un nouveau médicament qu'on va tester dans la mesure où on s'est assuré qu'il n'est pas toxique pour le patient, ok, il faut le faire ça, mais ce n'est pas la science établie. Et c'est là que, bien sûr, toutes ces polémiques qu'il y a eu un peu partout, c'est pire que des controverses. Il y a eu des clans politiques, du complotisme un petit peu partout. Vous avez vu que notre prix Nobel de physique récent, là, qui est superbe, sur la physique quantique, le lendemain de sa nomination, il attaque un scientifique, vous trouvez tout de suite lequel, qui l'accuse de complotisme parce qu'il a dit tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui le monde politique et le monde scientifique peuvent réellement nous aider à mieux faire. Et je dirais qu'il y a 4 piliers dont on a besoin, qui vont me suivre en fil pendant cet exposé. La science, pas les opinions, on va y revenir. La politique, laquelle, on va en discuter. Vous, les citoyens, les ONG, les sciences participatives que j'ai adorées au muséum, c'est quelque chose qui marche très bien, on pourra en parler si vous voulez aussi. Et enfin, les entreprises. Ça peut vous surprendre, mais je ne crois absolument pas que dans le monde actuel que l'on vit, dans le type d'économie qu'on a mis en place, on ira assez vite sans le monde de l'entreprise. Et ce n'est pas tous des affreux. Alors il y en a chez qui je n'irai pas du tout, ce n'est même pas la peine de discuter. Mais il y a beaucoup d'entreprises à mission et des gens maintenant qui ont vraiment envie de faire quelque chose. Pour une raison très simple, c'est qu'un staff d'entreprise, le personnel d'une entreprise qui a plaisir pour travailler pour un groupe et qui trouve que dans sa déontologie, dans sa philosophie, le pilote dans l'avion va dans le même sens, ça marche beaucoup mieux. Ils vont rapidement avoir des avantages par rapport aux autres, en dehors des strictes raisons économiques de... Tout à l'heure, j'aimais beaucoup ce qui était dit, on parlait de valeur. Quelqu'un a dit la nature n'a pas de valeur, mais bien sûr, c'est terrible. La valeur, le coût et le prix, ce n'est pas la même chose. Et ça, nous, écologues, on a été extrêmement réticents quand on a voulu mettre effectivement des coûts. Que vaut la forêt tropicale amazonienne? Que vaut le récif corallien en Calédonie? On va y revenir. Donc je reviens à la Calédonie. Ce récif, on en a perdu la moitié en 50 ans. Alors ce récif est intéressant parce qu'il ne fait pas 1% en surface de la surface de l'océan, mais il fait au moins le tiers des espèces connues dans l'océan. 100 000 espèces vivent dans l'écosystème corallien. Un peu partout sur le monde, sur moins de 1% de la surface de l'océan. Donc vous voyez l'intérêt de ces zones particulières que sont la forêt tropicale humide qui s'en va. Elle s'en va à peu près à la vélocité de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Si on continue comme ça, il n'y aura plus à la fin de ce siècle. Donc il y a vraiment urgence et péril dans la demeure. Et je vous ai mis en haut à gauche une ville chinoise, Shanghai. Shanghai, il y a un ami sinologue avec qui je discutais hier soir, là, c'est le tiers des Français. Alors vous imaginez bien que quand on fait Shanghai,
on va construire quelque chose sur des écosystèmes antérieurs qui étaient là, qu'on va détruire. Le vivant, il est enlevé, et puis il revient petit à petit. Une ville, ce n'est pas non plus un désert biologique. Je prends le cas de Paris, qu'on connaît bien, au Muséum à Paris. Eh bien, il y a à peu près 7000 espèces de plantes en France aujourd'hui. Elles sont connues, on ne va pas en trouver des nouvelles tous les jours. Il y en a 1000 dans Paris. Hein. Ce qui veut dire qu'une ville laisse aussi le vivant revenir au bout d'un certain temps. Ça, c'est un côté encourageant. Ce n'est pas la forêt tropicale humide, mais ce n'est pas non plus un désert biologique. Et puis, je vous ai mis à droite donc 3 images de changement climatique. Est-ce que c'est mieux si je prends le... Non ? Je ne sais pas s'il marche. Oui, allez. Donc je vous ai mis une image du Groenland en train de fondre, je vous ai mis une image de la température de surface de l'océan sur 120 ans, ou de l'air, et je vous ai mis en bas, quelque chose qui les préoccupe beaucoup, surtout ici en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle la remontée du niveau marin. Et c'est tout à fait lié au changement climatique, parce que l'eau de mer plus chaude en expansion prend plus de place, les glaciers continentaux fondent à une vitesse assez incroyable. On n'aura plus un glacier dans les Pyrénées dans les 5 ans qui viennent. Hein. Donc ça pose des questions. Dans les Andes, où je suis beaucoup allé, ça fond encore beaucoup plus vite qu'en Europe. Et puis troisième raison, ce sont des nappes profondes en dessous de la nappe phréatique qu'on est allé pomper pour irriguer l'agriculture à des profondeurs telles que ces nappes n'auraient jamais été en contact avec l'océan. Hein. Elles étaient prises dans l'écorce terrestre. On va les chercher et on les relâche. Donc ces 3 raisons-là, surtout les 2 premières, expliquent effectivement. Et la mer remonte à peu près aujourd'hui 5 à 6 fois plus vite qu'il y a simplement quelques dizaines d'années. Donc enfin, je dis souvent aux gens, ce n'est pas que le climat change qui nous préoccupe, hein, c'est la vélocité en fait du changement. Et le second problème que l'on rencontre, c'est ça. Alors vous ne la connaissez pas celle-là, c'est une de mes chouchoutes, vous verrez j'en ai quelques-uns comme ça. C'est une petite grenouille qui ne vit qu'en Patagonie. Qui la trouve ? On est au moment où le Beagle fait le tour du monde avec Charles Darwin à bord, et trouve une grenouille dans les grandes forêts d'Araucaria de Patagonie. Et puis, comme on faisait à l'époque, on prend la grenouille, on la met dans un bocal d'alcool, et ça part à Londres. Pour l'oubli, sur une étagère du musée. C'est pareil à Paris, hein. On décrit des espèces qui ont été mises en évidence des fois il y a 100 ans. Tiens, elle n'a pas de nom cette grenouille, on va lui donner un nom. Tu as vu, c'est Darwin qui l'a trouvée. Donc elle s'appelle, pour l'éternité, Rhinoderma darwini. Eh bien, elle s'en va, ma Rhinoderma darwini. Pas parce qu'on la mange à personne là où elle habite, elle s'en va parce qu'on coupe toutes ces merveilleuses forêts d'Araucaria pour les remplacer par des pins et des eucalyptus, pour faire des cajots. Voilà. Donc vous comprenez que l'influence humaine sur tous ces systèmes-là, elle est absolument essentielle. Et c'est partout la même litanie. Massacres interhumains aussi. Hein. Quand je vois les massacres en Amérique du Nord des Amérindiens à partir de la migration Est-Ouest, exactement la même litanie en Amérique du Sud. Hein. Arrivent les Espagnols. On a un texte terrible de Biedma. Biedma était le capitaine de la plus grande flotte de guerre du monde, hein, du roi espagnol. Il est dans les canaux de Patagonie. Et puis bon, il ne connaissait pas ces milieux particuliers. Hein. Donc ça va très mal. Et puis les bateaux ont été détruits par des vents terribles, les Willy Hawks, dans le canal de Magellan. Et puis les gens désertent, il les fait pendre. Donc il est là presque tout seul, le capitaine de la plus grande armée du monde. Tous les gens pendus autour de lui, hein, c'est quand même pas terrible comme environnement pour finir sa vie. Et puis il voit quelques Indiens, quelques Amérindiens, des Alakalouf, des Onas, des Yaghan, des Tehuelches, tous disparus aujourd'hui, qui traînent, ils sont là pour grappiller quelque chose à manger, pour vivre. Et il aura ces paroles terribles qu'il laisse, et eux, ces pouilleux, ils vivent. Et moi, je vais crever comme ça, là, capitaine de la plus grande armada du monde. Voilà un petit peu philosophiquement ce que l'humain aujourd'hui construit. Donc ma grenouille s'en va. Alors le vivant s'effondre à peu près à une vélocité au moins 100 fois plus élevée que ce qu'on a connu depuis aujourd'hui. Ouais, en gros, depuis la 5e grande crise, donc on est à 65,5 millions d'années. Et puis celui-ci, là, on va avancer. Voilà. Lui, il apparaît. C'est quoi ce truc ? Tout à l'heure, j'écoutais mes amis généticiens, ils me disaient 20 000 gènes. Vous savez combien de gènes il a, le coronavirus 19 ? 15. Il nous emmerde quand même pas mal. Hein. 15 gènes, nous on en a 20 000. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas de pattes, pas de tête, il n'a pas de dessin intelligent. En fait, c'est un virus. Donc, le virus, il a une obsession. Si un virus peut avoir une obsession, il veut se reproduire et il ne sait pas le faire tout seul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, durant l'été 2019, les Chinois ont beaucoup menti au début. Hein. Eh bien, ce virus, j'insiste et je le hurle, de chauve-souris. L'humain n'a pas créé ce virus, il a créé les conditions de son apparition et les conditions du passage du saut d'espèce, hein, de la chauve-souris à l'humain. Eh bien, il mute et puis il devient infectieux pour des cellules humaines. Et il est passé soit par un laboratoire à Wuhan, soit par un marché. Comme ça s'était passé pour le SARS en 2001, vous vous rappelez, hein, ce virus qui démarre au Cambodge, qui finit 3 mois après à Singapour,
qui est beaucoup plus mortel que le coronavirus 19, il s'arrête 3 mois après, sans vaccination. Donc on a plein de questions fondamentales pour les médecins et les biologistes à creuser là-dessus. Et surtout, moi, ce qui m'a effrayé, c'est la dissémination de ce petit virus. On a retravaillé, on parle de Mme Buzyn tout à l'heure, le 20 janvier 2020, ce vol Wuhan-Milano. Tous, ils étaient malades. Le premier cluster qui explose en Europe, à notre face. Hein. Ensuite, les religieux à Mulhouse qui rentrent de Chine, les militaires français qui étaient allés à des œufs paramilitaires en Chine, et puis ça part. Et le virus va cogner beaucoup en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Un peu moins étrangement d'ailleurs en Afrique, mais on n'a pas les données, c'est compliqué. On pense qu'il y a pas mal quand même d'immunités croisées qui sont produites au cours de l'évolution, où les gens, sans avoir vraiment vu celui-là, ont quelques capacités à y réagir un peu mieux que nous. C'était terrible. Et c'est un virus qui a tué la misère. Hein, quand on regarde maintenant, on regarde les infectiosités du coronavirus 19, des personnes âgées, des personnes en surcharge pondérale, des diabètes de type 2, des hypertensions artérielles, et surtout, ce qui sort très bien aussi, des personnes qui depuis longtemps ne font plus d'activité physique, plus de sport. Et vous comprenez mon ire à l'époque avec mon ami Jean-François Toussaint, quand on nous a dit plus d'activité. Pas de surf, pas de vélo, pas de course à pied. Les hélicoptères de la gendarmerie survolaient le massif du Mont-Blanc, hein, et puis survolaient les plages de Lacanau. À combien le coût d'heures d'hélicoptère? Alors qu'il n'y avait rien de mieux pour éviter le coronavirus 19 que justement faire une activité physique. Et personne ne s'est contaminé en faisant du surf. Personne n'a contaminé quelqu'un. On se contamine dans le même bureau, avec la même machine à café et la même climatisation. Et c'est là que ça n'a pas été géré de la façon la meilleure possible. Et du coup, il y a une déconfiance dans le monde politique. On nous dit quand même le 20 mars 2020, le masque ne sert à rien, il fallait quand même le faire. Hein. Et après, on colle des masques à des enfants de 3 ans. Ça aussi, c'est un crime. Ce n'est pas une maladie pédiatrique. On a plein de papiers qui sortent en ce moment qui nous montrent les retards mentaux chez l'enfant, qui face à lui, avec sa maman ou sa maîtresse à l'école, n'a que des gens avec des masques. Il n'y a plus la communication essentielle entre un bébé et les adultes qui l'entourent. Puis après, des choses assez incroyables sur le plan éthique, comme la vaccination, par exemple, en soins palliatifs. Si on a des vaccins pour tout le monde, on peut le faire, mais pas dans ces conditions-là. Donc tout ça nous a fait réagir. Et c'est vrai que alors la science est incapable de vous dire s'il faut faire effectivement un couvre-feu à 18h, à 19h ou à 20h. Ça, c'est des opinions, ce n'est pas de la science. Hein. Après, par contre, comment on réagit globalement, là, effectivement, on peut faire différemment. Donc c'est pour nous ramener à ce qu'on est. J'aime bien le mot de intranquillité. Et je veux tuer le catastrophisme, je veux tuer la collapsologie. Comment voulez-vous, aujourd'hui, avec mes étudiants, qu'ils soient à Sciences Po, qu'ils soient à l'AgroParisTech, qu'ils soient à l'école des mines ou à l'université, on arrive à les rassurer avec des mots comme ça. Le collapse, hein, le survivalisme. Et c'est là que, comment on communique? Et j'aime ce mot d'abord parce qu'il est inventé par une femme qui s'appelle Muriel Fliss, elle est philosophe au CNRS à Paris. Et l'intranquillité, elle va l'emprunter à Pessoa, l'auteur brésilien. L'intranquillité, c'est le fait que tous les jours, vous êtes un petit peu plus vigilant. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Une culture de l'impact. Je vous en prie, tout à l'heure, quand vous quittez la conférence, commencez à le faire jusqu'à la fin de votre vie. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, si je ne fais pas ça? Et on va commencer, cette vigilance nous amène à éviter beaucoup de bêtises. Revenir à ce qu'on est, et je répète, un humain, c'est de l'eau liquide, du sel et des cellules. Ce n'est pas autre chose que ça. On peut avoir des beaux yeux bleus, on écoutait les gènes qui codaient les yeux tout à l'heure, ou la mucoviscidose, des maladies par exemple, mais on est fait d'eau liquide, de cellules et de sel. Et quand je disais tout à l'heure, je donnais les chiffres de votre prise de sang, vous regarderez la prochaine prise de sang, dans un sang humain, pourquoi du sodium, des chlorures et puis du potassium? C'est l'histoire de la vie qui naît dans l'océan, il y a un peu moins de 4000 millions d'années, avec au départ une cellule, une membrane, de l'eau dedans et dehors, et des échanges en permanence. Revenons à ce qu'on est, et je pense que si on arrive à changer ça là-dedans, ça changera bien sûr nos comportements. C'est parti. Alors, je voulais prendre un humain pour démarrer. Et il se fait que dimanche dernier, j'étais à Montier-Anders, au festival le plus grand au monde de l'image de nature. Et je rencontre Steve McQuarrie, qui fait cette photo, qui a bouleversé la planète. Elle a été déclarée, cette photo, la photo la plus emblématique du XXe siècle. On est en 1984, d'un camp de réfugiés afghans au Pakistan. Il me raconte, il était là, Steve, il me dit, voilà, je vois cette jeune fille, oh,
J'ai mon appareil, c'est la bonne focale, j'ai la bonne lumière, il fait cette photo. Il ne se rend pas compte au moment où il fait cette photo qu'elle aura effectivement cet impact dans le monde entier. Hein. Alors on connaît son nom maintenant, parce que je vais vous raconter, quand il fait ça, il ne la connaît pas. Il ne sait pas ce qu'elle fait là, elle a des vêtements un peu déchirés, elle a ses yeux verts absolument incroyables. Il fait cette photo. Et c'est à l'époque qu'on développait encore les photos le soir, et donc il me dit, le soir je trie mes photos, je tombe là-dessus. Il dit, ça a duré moins de 2 minutes. Après, vous allez voir, elle va se cacher. Je vais sur l'image suivante. Ça avance plus là. Ça y est, si, voilà. C'est bon. C'est fini, elle disparaît. Donc il rentre aux États-Unis, il est reporter de guerre, hein, et puis cette photo elle fait le tour du monde. Elle fait la une de National Geographic, tous les grands quotidiens l'ont publiée, c'est la plus belle photo de cette jeune Afghane aux yeux verts, totalement inconnue. Hein. Ça me plaisait, comme je l'ai vu Steve la semaine dernière, et que cette photo m'a toujours énormément émotionné, vous la présentez comme mon modèle, effectivement, d'Homo sapiens. Et 8 ans après, Steve retournera en Afghanistan, et grâce à ses professeurs, il va la retrouver. Elle a un peu plus de 20 ans, elle a 3 enfants, il va la ramener en Italie, et il va donner de l'éducation à ses enfants. C'est une très très belle histoire. Ça, c'est l'humain. Hein, c'est des histoires d'émotions intenses comme ça, et c'est une jeune fille d'un camp de réfugiés pendant des circonstances dramatiques de guerre créées, déclenchées bien sûr par ces humains. Edgar Morin le re-hurlait il y a quelques jours, il parlait de l'Ukraine, il disait attention, chaque fois que l'humain revient à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Bah oui. Donc ça veut dire que sans arrêt, il faut qu'on pense à ce que nous sommes. Et on va y revenir tout de suite. Alors, là, je reviens à ces mouvements qu'on a vécus. On nous dit en 2018, novembre 2018, ben voilà, ça va mal, et puis donc, un gouvernement prend une décision, augmenter le prix du gasoil, sans se préoccuper de l'impact social. Et c'est là que souvent je dis, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il faut prévoir la rébellion. Chaque fois que vous changez le climat, chaque fois que vous changez le vivant, vous avez un impact social, bien évidemment. Et on ne peut pas travailler comme ça, sans la mesure très profonde. Et voilà pourquoi, justement, notre système il marche si mal. Il faut une union intime entre tous les types de sciences. J'écoutais Evelyne tout à l'heure, des mathématiques, bien évidemment, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie. Et un poil de philosophie, c'est quand même pas mal aussi. Qui peut éduquer comme ça dans l'éducation nationale en France aujourd'hui, en transversale, et même la recherche scientifique, on doit le reconnaître, nous, qu'on a beaucoup de mal quand on fait la transversalité. Or, on ne résoudra jamais les problèmes que nous avons aujourd'hui par des approches scientifiques sérieuses sans la prise en place de tout ça. Donc il y a vraiment un profond changement. Notre ami Étienne Klein parle de paradigme. Hein. Ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on fait? Donc ici, effectivement, revenez à Lucie. 3,2 millions d'années. Notre ami Yves Copin s'est parti il y a quelques semaines, hein, et Yves a contribué à la découverte de Lucie en Éthiopie. Et il disait en fait finalement, quand on retrouve cette jeune femme, elle fait 40 kilos toute mouillée. Tous les matins, elle a la même question, mettez-vous à sa place. Est-ce que je vais trouver à bouffer aujourd'hui? Est-ce que moi, je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Alors, on me dirait, est-ce que ça a vraiment changé? Il y a plein de gens chez nous, autour de nous, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain, hein, et plein de gens au monde. Être mangé, c'était moins évident jusqu'au jour où je suis allé faire une conférence à l'île de la Réunion. Et il m'avait dit, ben voilà, tu ne peux pas aller te baigner. Parce qu'il y a des requins bulldogs qui ont mangé des surfeurs la semaine dernière. Alors là, mon interrogation, elle prenait son intensité et sa valeur, bien évidemment. Hein. Donc tout ça nous ramène à ce qu'on est. Ben, je vous laisse lire tranquillement tout ça. Comment on est passé du feu à l'énergie nucléaire avec ces questions de démographie et des ressources. Et en bas, je vous ai mis une interrogation d'un des grands penseurs biologistes actuels, un peu comme Edgar Morin, ils ont pratiquement le même âge. Et c'est notre ami Paul Ehrlich. Il est à Stanford, aux États-Unis. Et il dit, quand il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques, que vous lisez là, Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Voilà, le débat est lancé. Hein. C'est un petit peu là-dessus ce qu'on voulait aborder avec Camille cet après-midi. Alors les gilets jaunes, c'est intéressant. Comment ça démarre? Parce qu'on a pris ces mesures que j'évoquais tout à l'heure, sans réfléchir. Et réfléchissez un peu à l'actuel. Le gasoil, il a infiniment plus augmenté qu'en novembre 2018, dans les semaines qui se sont écoulées. Il n'y a pas eu de révolution. Vous savez quel était le prix du baril de pétrole en novembre 2018? 65 $ US le baril. À peu près à 100 en ce moment. Il y a combien le baril de pétrole le 20 mars 2020, quand on décide du confinement? Négatif. On vous donne de l'argent pour avoir du pétrole. Ils en ont trop extrait, ils ne savent plus où le mettre.
Ça s'appelle de la spéculation. Ça, ce n'est pas de la science. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces considérations-là, tant que l'humain avancera comme ça ne pourra pas fonctionner. Et en ce moment, on fait pire, on veut indexer sur le prix du pétrole des denrées alimentaires, voire l'eau potable. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que, sans arrêt, il faut se poser ces questions. Et je reviens à Einstein qui disait deux choses intéressantes pour nous. Il disait, comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créés? Et deuxièmement, il disait en fait finalement, le monde ne va pas mal des méchants, des stupides, des fous, des avares ou des ambitieux. Il va mal des gens comme nous qui les laissons faire. Ben voilà, c'est ça mon débat avec vous aujourd'hui. Hein. Le rôle du citoyen, le rôle du professeur, le rôle du scientifique, de l'industriel, avec cette conscience de ce qu'être humain est. Alors voilà, c'est quoi le vivant? Ben vous avez une idée là. Les bactéries, ne les oubliez pas. On les a tout le temps oubliées. Les bactéries, c'est vraiment le monde vivant le plus abondant sur cette terre, en biomasse, en nombre d'espèces. Elles sont partout, dans l'océan, dans les sols, dans les arbres, sur vous, dans votre trou de nez, dans vos cheveux, dans votre lit ce matin. Il y a plein de bactéries dans ce que vous mangez. Alors elles n'ont pas d'ADN dans le noyau, elles n'ont pas de noyau, elles ont l'ADN libre dans la cellule, de l'eau dedans, de l'eau dehors, et puis l'ADN libre au milieu. Et les protistes en dessous, je vous ai mis ici, là, alors c'est des plus grosses cellules avec un noyau. Là, je vous ai mis des images de dinoflagellés durant l'expédition de Tara. On part en 2009, on rentre en 2013 et on ramène 600 000 séquences d'êtres vivants pas connus. Des virus, des bactéries et des protistes. Et c'est intéressant les protistes parce que ces dinoflagellés que vous voyez ici, ces microalgues marines du phytoplancton, bah, tout simplement, elles font plus de la moitié de l'oxygène de la Terre. Il n'y a pas que les arbres. Hein. Et ça, on l'a complètement oublié. Dans les protistes, vous avez aussi les levures. Et sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de français. Donc la biodiversité, ce n'est pas une élucubration, encore une fois, d'écolo. Hein. Il faut revenir à ça. Donc les champignons, ensuite les plantes et les animaux, vous connaissez mieux, qui sont plus élaborés. Et je vous ai mis un tardigrade ici comme exemple d'animal. Et je vous ai mis au milieu en jaune un truc. Alors on me dit il est tout neuf, il est récent. Non, il a 800 millions d'années. Il s'appelle le blob. C'est Audrey Dussotou qui est au CNRS à Montpellier. Alors elle ne l'a pas inventé, elle l'a révélé au monde. En fait, moi avec les écolos, des fois on s'engueule un peu parce qu'ils me disent qu'il y a des espèces ordinaires et remarquables. Non, il y a des espèces remarquées par les humains. Si vous avez des grands cils avec des beaux yeux bleus, vous êtes remarqué tout de suite. Hein. Si vous êtes petit, moche, noir, avec des poils et des épines partout, on ne vous remarque pas. C'est là que regardons un peu ce que nous sommes et dans quelles considérations on va avoir pour les autres, bien sûr. Hein. Alors le blob, il est génial parce que ce truc, c'est quoi? C'est une grosse amibe, une seule cellule de plusieurs mètres carrés avec plein de noyaux. Qu'est-ce qui bouffe des micro-champignons dans la forêt humide? Il devient symbole du changement climatique parce qu'il aime l'eau liquide et puis il aime aussi la fraîcheur. Et en ce moment, c'est vrai. Alors, du coup, c'est tellement important que Thomas Pesquet va en monter un là-haut, dans l'ISS. Lors de la seconde mission, il élève un blob. Et nous, au CNRS, on en offre 4500 à 4500 classes de petits Français. Vos enfants, vos petits-enfants ont élevé des blobs. Qu'est-ce qu'ils mangent en captivité? On a trouvé des flocons d'avoine. Dans la nature, ils ne bouffent pas ça, mais les humains ont trouvé qu'ils pouvaient manger des flocons d'avoine. Très bien. Et une petite fille qui était à Toulouse avec Thomas Pesquet, et elle me dit, Gilles, elle pleurait à moitié, il est malade mon blob, il est tout orange. Je dis, oui, ça c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Tu donnes quoi à manger? Des flocons d'avoine. Lesquels? Du bio, ça rend le blob malade. Donc là, je ne vous dis pas qu'il faut bouffer des pesticides tout le temps, et on comprend, nous, pourquoi ça le rend malade. Mais ça veut dire que le vivant est tellement infiniment capable de nous offrir des réactions qu'on ne peut pas les imaginer, il faut les étudier. Et souvent, on en parlait effectivement avec Étienne. Ce qui est merveilleux pour un expérimentateur, un physiologiste, un endocrinologue, c'est de faire une manip et trouver exactement ce qu'on ne pensait pas trouver. Là, c'est magique. Le vivant a des secrets de réaction à des traumas ou des agressions absolument exceptionnels. Ce vivant, il a combien de temps? Un peu moins de 4000 millions d'années. C'est quoi? Au départ, on n'a pas les fossiles, mais on a des traces d'activité biologique dans des roches au Groenland où il y a du carbone d'origine organique. Alors voilà ce qu'adore faire l'humain au muséum. On fait des
classification. La nature, elle n'a rien classifié du tout. Hein. Mais nous, on fait ça pour comprendre. J'écoutais mes amis tout à l'heure numériciens, hein. On parlait d'ADN, de séquences. Bah, avec ça, on met tout le vivant là-dedans. Très bien. Alors vous avez effectivement les bactéries, les protistes, et puis après vous arrivez vers les espèces qui sont beaucoup plus différenciées. Toujours est-il qu'aujourd'hui, 2,4 millions d'espèces connues, et puis elles s'en vont à des rythmes différents. Je vous ai mis ici un cadeau du muséum. Une espèce trouvée lors d'une expédition qu'on a faite en janvier 2022 en Corse. C'est une limace de mer, magnifique. Voilà, c'est un cadeau, je vous l'offre. Hein. Nouvelle espèce pour la France. Elle s'appelle Bagnoulensis parce qu'elle vit aussi sur les plages de Bagnouls. Et puis là, je vous ai mis le Prolagus. C'est quoi ce truc? Un animal qui ne vivait que en Corse. Nulle part ailleurs au monde. Les humains, vers 8000 ans, arrivent en Corse. Et ben, le Prolagus, ils ont tout bouffé, il n'y en a plus. Ils ont mangé ça, ils l'ont mangé. Et puis le Prolagus est parti, il a disparu. Et puis celui-ci, ben, ça me fait mal au cœur parce que celui-ci, là, s'appelle le Beiji. Ce qu'il y avait avant, c'était un dauphin. Il faut revenir en arrière, oui. Ouais, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Le Beiji est un dauphin du Yangtze-Kiang. On travaillait beaucoup avec nos amis chinois, on faisait des systèmes d'écolocalisation, on balançait des ondes et il répondait. Et en 2007, plus personne n'a jamais répondu. Il est parti. Alors ça me fait mal au cœur parce que moi j'ai eu le droit au Beiji, mes petites filles n'ont pas eu le droit au Beiji. Le dernier a arrêté de répondre en 2007. Donc c'est vrai que l'humain crée des conditions en ce moment d'effondrement de ce vivant que j'évoquais tout à l'heure, sans faire attention à ce que ça entraîne. Et pour vous montrer les relations, justement, changement climatique, effondrement du vivant, l'état de l'humain, la sociologie, ça me touche au cœur comme vous n'imaginez pas. Je suis beaucoup allé en Afrique. 30 fois, je me suis arrêté au bord de la route, au Botswana, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Cameroun, au Soudan, en Zambie, au Mozambique. Mesurer le volume qui est dans ces bidons de plastique chinois que ces jeunes filles ont sur la tête. Entre 15 et 20 litres. Tous les jours, on va chercher de l'eau de plus en plus loin à cause du changement climatique, de moins en moins de bonne qualité, sur 15-20 kilomètres. Et quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Alors, les écologistes ne parlent jamais de ça. C'est le plus gros drame pour moi. Les petites filles ne vont pas à l'école. Elles ne sont jamais rémunérées pour faire ça. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Toujours un mal. Et pour finir, elles font des mauvaises rencontres en route parce que les gamins à 14 ans ont des kalachnikovs. Voilà. D'ailleurs, on a eu un truc très émouvant là, à Montier-en-Der la semaine dernière. Hans Sylvester, vous verrez, c'est un des grands photographes du monde. Il a fait entièrement son exposition cette année sur les kalachnikovs. Les armes qui tuent les animaux. Et Mathieu Ricard, qui était là, disait en fait que la Kalachnikov a été déclarée l'an dernier comme étant l'arme elle-même la plus meurtrière en ayant tué des êtres humains. Et bien sûr, tous les animaux qui vont avec, les hippopotames, les rhinocéros. À 14 ans, avec une Kalachnikov et des munitions partout, vous tuez ce que vous voulez. Vous violez qui vous voulez. Donc voilà sur quoi l'humain, justement, est particulier. On est profondément animal entre physiologie. Hein, je pourrais vous le démontrer tous les 5 minutes. On n'est pas parfait non plus. Hein. N'empêche qu'on est profondément physiologiquement animal, mais on n'est pas que ça. On est en train d'en parler ce soir, cet après-midi, puis après on pourrait parler effectivement. J'écoutais mon ami hier qui me disait, moi je suis spéciste, ça n'a pas tellement d'intérêt de discuter de cela pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est que l'humain doit admettre ce qu'il est, profondément ancré dans ce vivant, totalement dépendant de ce vivant, il ne peut pas s'en passer. Et je vais vous montrer 3 écosystèmes pour vous le démontrer. Donc là, vous savez que billion en anglais, c'est milliards. Donc simplement calculer ici. Les heures sup, ça intéresse les gens, les heures sup. Hein. Et bien en heures sup, les jeunes filles, c'est 40 milliards d'heures sup pour simplement réagir au changement climatique et à la déforestation. On travaille en plus pour chercher collecting water. Voilà une question d'écologie absolument essentielle. On n'avance plus. Ça ne fonctionne plus, on peut faire avancer. Voilà. Je prends 3 écosystèmes, je ne vais pas être très très long. Une goutte d'eau de mer, Tara. On part de l'Orient, on est en 2009. Et là, en fait, on va un peu imiter Darwin avec du séquençage. Pas à bord, mais on emmène les cellules à Roscoff ou à Banyuls. Et on va donc séquencer tout l'ADN qu'il y a là-dedans. Tout à l'heure, Evelyne parlait avec son ami de l'INSERM de ces questions de séquençage d'ADN. On va ramener 600 000 séquences pas connues. Alors qu'à l'époque, en 2009, on connaît 300 000 espèces marines. Simplement sur ce séquençage massif de virus, les tout petits points jaunes, de bactéries, les moyens points jaunes, et de protistes, des microalgues, du phytoplancton, les gros points jaunes,
on trouve 2 fois plus. Alors, elles ne sont pas encore décrites comme espèces, ça va prendre longtemps, hein, mais c'est la biodiversité de l'océan, c'est ça. Ça, c'est 98% en biomasse de ce qui vit dans l'océan. Les poissons et les baleines, c'est que 2%. Et bien sûr, on est passé à côté. Je vous ai mis une très jolie image de phytoplancton sur la droite, là. Tara, le bateau en haut. Et sur l'aspect scientifique, je vous ai mis la couverture de la revue Science. Le 22 mai 2015, on publie ça. 5 papiers. Pour un chercheur français qui fait ça, c'est quand même pas mal. Hein. Virus, bactéries, protistes et les relations entre ces micro-organismes. Vous allez voir, c'est super intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on démontre après ces travaux? On a regardé 100 000 relations entre ces cellules à l'origine de la vie sur la Terre. Hein. Il y a infiniment plus de mutualisme, de commensalisme, d'entraide, de symbiose que de compétition. Donc je dis à mes amis entrepreneurs, mais arrêtez. La seule façon qu'a l'humain pour s'en sortir face à ces questions du climat et du vivant qui s'en va, c'est la coopération. Il n'y en a pas d'autre. Et le vivant le sait depuis l'origine de la vie, en fait, dans l'océan ancestral. Deuxième écosystème, un sol. Ben voilà. Là, on se bat beaucoup pour ça ici en région bordelaise. On travaille beaucoup avec la viticulture. Hein. Vous avez les grands crus. Eh bien, un sol vivant, c'est effectivement 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. Ça ne pèse pas beaucoup une bactérie, et ça en fait. Hein. 3,5 tonnes de micro-champignons. Les travaux de notre ami Marc-André Sellos au muséum. Les mycorhizes. Et puis, ce sont des lombriques, des tardigrades, des acariens, des nématodes, des collemboles. C'est ça, un sol. 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan. Et qu'est-ce qu'on fait? On marche dessus et on les tue. L'agriculture moderne a tué la moitié des sols de la Terre. Et j'aime pas être péremptoire, mais là je le suis sur des choses comme ça, c'est comme les petites filles à l'école. Hein. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains que nous sommes depuis quelques jours avec des sols qui sont morts. Donc premier objectif, ramener de la vie dans les sols. Sinon on ne fera rien du tout. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Étienne en avait parlé aussi, c'est, eh bien, on compense par effectivement des intrants, des biocides terriblement biocides, tueurs de vie pour faire de la production agricole. C'est de la folie. Eau liquide, et puis effectivement ces produits sont catastrophiques pour l'agriculture. Et vous savez ce qui a tué l'agriculture, c'est le low cost. On a dit au monde agricole français, dans les années 50, produisez plus, au prix le plus bas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, la question est très grande. Comment donner à manger à 8 milliards d'humains sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, évidemment. Donc là, il faut massivement aider le monde agricole dans le retour de la vie dans les sols. On est parti hein, là-dessus. Je pense que le programme VitiREV ici à Bordeaux, c'est la suppression totale des pesticides sur la vigne bordelaise dans les 5 ans. Troisième et dernier écosystème, je vais revenir à nous. C'est quoi ça? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. On a tous été bébés humains à la naissance, les garçons et les filles. Alors à la naissance, 3/4 d'eau le bébé, garçon ou fille. Après, quand on prend de l'âge, il y a moins d'eau chez les femmes que chez les garçons. Elles ont plus de masse lipidique. Je ne sais pas, ça doit faire les rondeurs dont les mâles raffolent, je dis souvent. Hein. Toujours est-il qu'une vieille femme à 90 ans, elle meurt à 58% d'eau, le garçon en 62. C'est intéressant de regarder ceci, bien évidemment. De l'eau. Et là, regardez l'utérus de la maman qui est là. Le bébé, le tube digestif est quasi axénique, il n'y a pas de bactéries. Et le premier contact du bébé humain avec la Terre, et ça, il faut y penser en permanence, c'est quoi l'humain? Une construction biologique horriblement complexe, avec plus de bactéries dans lui, ici, lui, que de cellules humaines. Et ça marche comment? Quand le bébé naît, ça marche par un merveilleux moment. Boris Cyrulnik appelle ça les 1000 premiers jours. Le bébé commence non pas à se contaminer, mais à s'ensemencer par les bactéries de l'utérus de la maman vers son organisme. Et un bébé humain, il met 3 ans. 3 ans à avoir ces bactéries à lui. Ici, avec mon collègue en face, on partage à peu près un peu moins de 200 espèces, exactement les mêmes, sur plus de 1000 espèces connues. On l'a totalement oublié, ceci. C'est tellement important. Et regardez, quand on séquence ceci, je vous ai mis ici, là-haut, en bleu, le séquençage en ADN. On parlait de l'ADN tout à l'heure, hein, ce dont vous parlez, Evelyne. Ça marche, ça avance pas beaucoup, mon truc, là. J'ai du mal, on peut me le passer, ouais. Je ne sais pas. Voilà, en bleu, c'est l'ADN des microalgues que je vous ai montré tout à l'heure, de l'océan, du plancton, du phytoplancton. En rouge, c'est l'ADN de l'intestin de mon bébé. Et bien regardez en gris, on a un tiers, je parle de l'ADN codant, hein, qui code pour des protéines. J'ai un tiers d'ADN qui est le même entre des microalgues du phytoplancton et l'humain. 2 tiers avec une mouche. 2 tiers avec la vigne, avec une banane. Donc admettons ce que nous sommes. De l'eau liquide, des cellules, du sel, un ADN commun.
Et voilà pourquoi l'humain a cette construction biologique extraordinaire qui amène à tout ce qu'est l'humain. On peut en parler, tout ce qu'il sait faire et pas faire, hein, et je vais finir là-dessus. C'est absolument essentiel de voir quelle est la base physico-chimique de tout cela. Vos émotions sont très liées aussi à votre microbiote. Récemment, on a séquencé de l'ADN des centenaires. C'est génial. Ce n'est pas le même ADN que sur ceux qui, effectivement, disparaissent plus tôt. Vous me direz, ils sont partis avant. Non, non. On regarde dans quel état ils se trouvent. Il y a des relations avec cela. Alzheimer est très lié à cela. L'autisme. Donc, ça veut dire que la composition de notre microbiote est très, très important dans nos émotions, dans tout ce qu'on fait tous les jours. Alors, je vais terminer. Ben voilà, c'est ça la biodiversité. Ce n'est pas une collection de papillons ou de champignons, c'est ça. Si j'enlève ici là, le nickel des couverts et le verre des bouteilles, on ne mange que ça. Et grâce, on l'a vu, c'est grâce aux levures. Et je vous ai mis les vaches qu'on s'est mis à élever, les poulets aussi qui font partie du système. 2 livres que je vous conseille fortement. L'un de Marc-André Sellos qui s'appelle Jamais seul, sur un arbre. Et l'autre d'Éric Batteste qui montre ce qu'est un bébé dans sa complexité d'imbrication entre des êtres vivants. Je vais passer là-dessus. Seulement vous montrer maintenant 3 images pour terminer sur ce que fait l'humain et ne fait jamais l'animal. Ce sont les schémas de Météo France sur ce qu'on vit en ce moment sur les vagues de chaleur de l'été. J'y reviendrai une autre fois. En bas, vous avez une météorite. On est en mai 1864. Une météorite illumine Toulouse cette nuit-là et un paysan de Lot-et-Garonne ramasse cette météorite. Aucun animal n'aurait fait ça. Il ramasse le caillou, moche comme tout, hein, c'est pas un diamant. Il la met dans une caisse à oignons qu'on oublie pendant 100 ans. Et récemment, au début de ce siècle, tiens, mais t'as vu, c'est une météorite, ben oui, tu me la donnes. Elle finit rue Buffon à Paris, dans des nanosondes, qui sont les plus puissants outils qu'on a en géochimie aujourd'hui. Et grâce aux isotopes du chrome, eh bien, on mesure l'âge de ce caillou. Et le rôle de la science, pas des opinions. Quand je le caresse, ce caillou a l'âge du Soleil et de la Terre. 4,6 milliards d'années. Voilà. Pour revenir, la science est indispensable, pas les opinions. Et ce caillou est super intéressant dans ce qu'il représente, alors qu'il est moche comme tout. Tout est là. Je termine. À quoi ça sert de faire ça? Lascaux, 20 000 ans. Chauvet, c'est 37 000 ans. 38 000 ans. Des lions en France, des panthères, des hyènes, des rhinocéros partout. Ils n'ont que 2 pigments à Chauvet. Ils ont l'oxyde de fer et le charbon de bois. Le noir est beaucoup plus difficile à dater à Lascaux parce que c'est du manganèse. Ben voilà, encore un joli aspect très humain. Ramasser la météorite d'Orgueil, faire ses peintures rupestres dans les grottes. Et mon 3e aspect, c'est Ératosthène qui je n'arrive pas à revenir en arrière, c'était Ératosthène qui calcule 2 siècles avant Jésus-Christ la circonférence de la Terre. À quoi ça sert? C'est génial. Sur le moment, il parle de la géométrie pure. Hein, et ces mathématiciens, d'ailleurs, on a un mathématicien célèbre dont on parle souvent, qui s'est arrêté de travailler en disant « La science que je développe est trop dangereuse pour l'environnement. L'humain en fait un très mauvais usage, je vais arrêter. » Et il meurt, ce garçon, à La Serre, un petit village des Pyrénées, en Ariège, il y a quelques années. Donc voilà, c'est tout ça. Et quand Ératosthène fait ce travail, après, bien sûr, ces moyens mathématiques seront absolument essentiels. Hein. Et ma dernière image, elle est là. Pourquoi l'humain s'est planté ? Pourquoi l'humain, aujourd'hui, dans cette situation où il est en train de détruire systématiquement ce qui est autour de lui? Tout le monde l'a dit, tout à l'heure, j'écoutais mes amis qui sont là. Le vivant innove depuis la nuit des temps, constamment, tous les jours, y compris pour les gilets jaunes, ce que nous, on ne fait pas. Sans arrêt, ce vivant est incroyablement plastique. Il a 4 000 millions d'années. Quelle entreprise est plus durable que le vivant sur la Terre? Dites-moi un petit peu. 3e aspect, ce vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, je pourrais vous raconter ça pendant 1 heure, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On a publié un livre avec Thierry Marx, le grand cuisinier, qui est un guerrier. Et Thierry me disait, en l'an 1000, chez les samouraïs, l'emblème, c'était la libellule, qui paraît tellement fragile, mais qui est géniale. Elle vit dans l'eau et dans l'air, elle vole à presque 100 km/h avec 2 watts. 9 techniques de vol, des sondes de vol incroyables. Avec ces sondes-là, le vol Rio-Paris ne serait pas tombé. Ma libellule, elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. Et pour finir, l'explosion de choses incroyables. J'ai un copain qui est pilote de Rafale, il me dit le Rafale est très compliqué parce qu'il tourne quasi sur lui-même et à ce moment-là, le pilote encaisse, il faut une stature abdominale d'enfer, hein, 9 à 10 G. À 10 G, c'est la syncope chez l'humain. Ma libellule, elle en prend 30. Depuis 345 millions d'années.
Qu'est-ce qu'on attend au lieu de mettre des pesticides dans les mares et de mettre des parkings par-dessus pour aller voir comment elle fait? Et puis ce vivant aussi, ce qui est génial, c'est qu'il utilise des choses qui sont abondantes, avec beaucoup de parcimonie, ce qui est très rare. Et surtout, il y a un gros avantage par rapport à nous. Il y a des déchets dans le vivant, mais il y a tout le temps un acheteur gratuit pour ces déchets. Et nous, on crève sous nos poubelles. Le gros drame actuel, on met tout à la décharge. Alors qu'il faudrait recycler, bien entendu, hein, dans la situation actuelle. Donc vous voyez comment l'humain se comporte et ne réfléchit pas suffisamment. Et quelque part, hier, c'était Étienne Klein qui parlait de suicide. Oui, je crois qu'on en est là aujourd'hui, hein, dans nos réactions face à tout ça. Et puis enfin, le vivant utilise ce qui est abondant et avec grande parcimonie, ce qui est très rare. Et voici ma conclusion. Au niveau économique, stopper cette économie actuelle. Et là, je pèse mes mots, hein, je suis comme Étienne, un stupide et suicidaire, qui consiste à accepter le profit ou à faire du profit sur la destruction du vivant ou sa surexploitation. Et j'ai ma dernière image avec Edgar Morin, que j'aime beaucoup, qui disait au président Macron il y a quelque temps, il disait, vous savez, finalement, monsieur le président, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. Et voilà, il nous dit Edgar, effectivement, que la Terre, c'est un vaisseau spatial à 4 moteurs, hein, qui sont la science, parfait, la technique, on est d'accord, le profit, basé sur quoi on a vu, et puis bien sûr aussi, en économie, les questions aujourd'hui d'économie et profit. Et il nous dit finalement, la situation est très préoccupante aujourd'hui. Et si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, écoutez, on peut être inquiet, ça va créer ce catastrophisme, hein, qu'on évoquait, cette collapsologie tout à l'heure. Donc, mais il dit souvent dans l'histoire de l'humain et de l'évolution, le probable ne s'est pas produit. Le pire n'est pas certain. Mais ce qui est très clair, c'est que ça ne se produira pas, ce probable ne pourra pas ne pas se produire que si on accepte de changer. Et c'est ma conclusion, c'est ma dernière phrase. Aujourd'hui, le vivant a 4000 millions d'années, il a subi tous les avatars possibles et imaginables. On ne le respecte plus puisque l'humain construit son existence sur la destruction de ce qui est autour de lui. Comme un petit bémol quand même, quand on publie les travaux de IPBES, le 6 mai 2019, le vivant il s'en va partout, mais moins dans les territoires gérés par les populations autochtones. Donc en faisant attention, on peut faire mieux. Et puis, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si le vivant est toujours là, c'est parce qu'il s'est adapté. Or, aucune espèce vivante n'a pu s'adapter sans changer. Et nous, on ne change toujours pas. Merci. Alors bien sûr, on aimerait poursuivre avec des tas de questions. À la fois, on a évidemment un petit timing à respecter. En tout cas, voilà, une des questions peut-être intéressantes, c'est pour le mot de la fin, c'est on a commencé avec l'inconscience humaine qui détruit et qui voilà. Est-ce qu'il y a encore, selon toi, quelque chose à espérer? Et est-ce qu'une des pistes, ce serait pas aussi de réapprendre à s'émerveiller de nous-mêmes? Parce que faisant partie de ce vivant, on parle de la capacité d'adaptation, de la libellule. Mais l'humain a des formidables potentialités aussi. Et peut-être s'émerveiller même de nos potentialités nous donnerait d'autres raisons de se réjouir, de profiter finalement. On fait de la biorespiration à partir de l'humain aussi en ce moment. Hein. Voilà, un peu que la consommation pure, hein, puisque tu disais le problème c'est le low cost, en agriculture mais comme ailleurs, en transport. Des billets d'avion à 4,99 € pour aller picoler de Madrid à Malaga. Est-ce qu'on a inventé les avions pour ça? Voilà des vraies questions. Hein. Voilà, alors c'est vrai que c'est quand même une difficulté parce qu'on est souvent pris dans des paradoxes. Tu parlais de la culture de l'impact, hein, déclencher de plus en plus le réflexe de la culture de l'impact, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Alors la difficulté, personnellement je trouve, c'est que les informations en ce domaine sont quand même tellement contradictoires, ça foisonne et c'est pas facile de s'y retrouver et de faire les bons choix au quotidien. Oui, il faut deux choses. Quels seraient les deux critères voilà, il faut qu'on réenseigne au lycée les sciences de la vie et de la Terre qu'on nous a assassinés. Hein. J'étais à l'Académie de médecine il y a quelque temps, c'est pas des rebelles, hein. Mais ce vieux professeur qui dit, vous vous rendez compte que la biologie est une option en terminale. On a honte de dire ça. Et commencer chez les tout-petits. On a un mouvement avec des Basques en ce moment, une association qui s'appelle Water Family. C'est enseigner l'écologie scientifique, pas l'écologisme scientifique aux gamins quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Ils sont pleins de bactéries, puis c'est génial finalement.
Bon, eh bien moi je retiens l'intérêt, mesdames, d'avoir un peu de, comment tu as dit, de masse lipidique un peu supplémentaire. Voilà. Et puis, et puis que la levure fait partie de l'identité française. Je trouve que ça aussi, c'est dans notre thématique. Merci, Gilles. On peut le remercier encore. Voilà, un petit temps de pause aussi où il sera encore disponible pour des discussions aussi à la librairie éphémère, à laquelle d'ailleurs vous retrouvez aussi les ouvrages d'Éric Meyer qui est intervenu ce matin à Lichbach, qui est sinologue, hein, et donc il a à la fois une bande dessinée sur son histoire en Chine, avec la Chine de 87 à 91, donc avec une Chine disparue, et puis aussi le livre qu'il a édité chez Actes Sud sur le printemps de Pékin, voilà, où la Chine a basculé d'une Chine réformatrice à la Chine conservatrice. Voilà, il est là aussi pour dédicacer son livre pour ceux qui le souhaitent ou sa bande dessinée pour Noël. Voilà, merci, à tout à l'heure. Dans 10 minutes, top chrono, on reprend pour l'identité à fleur de peau. À tout de suite.